Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par PageGroup et consacré à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Alors avant de commencer, nous allons bien évidemment nous présenter. Donc pour ma part, je suis Estelle Raoul, je suis directrice talent au sein de PageGroup et mon rôle consiste à gérer à la fois donc les talents internes de l'entreprise à travers la formation, le développement des compétences et également les talents externes, notamment les étudiants et les jeunes diplômés à travers donc nos relations écoles et notre programme ambassadeur. Donc pour présenter ce webinaire, je suis accompagnée aujourd'hui de Sacha. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire qui est vraiment d'actualité en ce moment. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Sacha Kalusevic, je travaille dans le recrutement depuis 17 ans au sein du groupe Page. Et donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous mon expérience sur le recrutement parce qu'aujourd'hui, au sein du groupe Page, je suis directeur de différentes activités qui peuvent vous toucher. Je suis en charge d'activités de recrutement de profils commerciaux, IT, dans le marketing digital, dans la distribution et aussi la restauration. Et donc, c'était intéressant qu'on puisse aujourd'hui partager un petit peu nos expériences respectives avec vous pour vous accompagner pour les prochains mois. Donc, je vais commencer tout d'abord, si vous le permettez, par quelques-uns, nous présenter un petit peu le groupe Edge pour que vous sachiez un peu quand même qui on est et ce qu'on représente aujourd'hui sur le marché de l'emploi en France. Mais en tout cas, au niveau mondial, on a un groupe de 7000 personnes. On est présent en France depuis 86. On est 800 consultants sur l'ensemble du territoire, répartis sur 19 bureaux dans les grands bassins d'emploi français. Et aujourd'hui, notre activité consiste à faire du recrutement et de l'intérim spécialisé. Nous sommes aujourd'hui le leader du recrutement et l'intérim spécialisé en France au travers de 4 marques. Page Outsourcing qui s'occupe de la partie recrutement volumique pour certains de nos clients. Page Personnel qui est l'entité la plus importante du groupe qui va recruter principalement sur du CDD, CDI et de l'intérim bien évidemment, toujours spécialisé. Michael Page, qui est notre marque historique, qui s'occupe de recrutement de profils confirmés, experts, managers et de direction, toujours spécialisé, et Page Executive, qui s'occupe de la partie top management. Alors l'intérim spécialisé, j'insiste dessus, et le recrutement spécialisé également, parce qu'aujourd'hui on a une vingtaine de spécialisations, avec pour chacune d'entre elles des consultants dédiés à ces métiers qui vont apporter leur expertise spécifique sur ceci. Ces grandes familles de métiers, c'est quoi? C'est la finance, la comptabilité, c'est l'administration des ventes, c'est le sales, le commercial, c'est l'ingénieur technicien, c'est l'IT. Et donc pour chacune de ces spécialités, vous aurez systématiquement un consultant dédié qui vous partagera son expérience sur ce marché. Je repasse le micro à Estelle pour qu'elle vous présente un petit peu le plan de notre sujet aujourd'hui. Alors vous qui êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes certainement jeune diplômé ou encore étudiant, ou bien vous êtes proche d'un jeune diplômé et vous souhaitez l'aider. Alors à travers ce webinaire avec Sacha, notre objectif, c'est vraiment de vous apporter un éclairage marché. Donc par exemple, on verra ensemble quels sont les métiers porteurs aujourd'hui et demain, quelles sont les principales compétences recherchées et les formations qui mènent à l'emploi. Et aussi, bien évidemment, des conseils pour mener une recherche d'emploi efficace dans un marché d'emploi, forcément, qui a connu un ralentissement brutal ces dernières semaines. Alors, n'hésitez pas à nous poser un maximum de questions et nous y répondrons avec Sacha en fin de webinaire. Alors, on s'était dit que pour lancer un petit peu ce sujet, c'était intéressant de savoir d'où on vient et où on pense pouvoir aller dans les prochains mois. Et donc, on voulait vous parler un petit peu du contexte du marché de l'emploi avant le confinement et ensuite ce qu'on a observé durant cette période de confinement et de reprise. Déjà, pour vous expliquer d'où on vient, le marché de l'emploi était quand même dans une situation vraiment idyllique en France jusqu'au mois de février-mars. On était sur un taux de chômage au plus bas depuis 20 ans. C'était vraiment un record qu'on avait atteint et qui allait encore pouvoir s'améliorer. On avait un taux de plein emploi sur certains métiers qui était à son maximum, avec des pénuries très très fortes sur des métiers, même des métiers qui étaient un peu moins flamboyants les dernières années, avaient reconnu une petite montée en dynamisme comme le marketing ou d'autres métiers liés au support de l'activité d'entreprise. Et donc, on avait une situation vraiment qui était favorable pour bon nombre de candidats.
Et donc il y avait des tensions très fortes avec des surenchères, une inflation salariale qui était assez significative ces derniers trimestres, ces derniers semestres. Maintenant, le Covid est arrivé, ça a forcé les entreprises à geler leur activité, à mettre quand même une grande partie d'entre elles en pause d'activité. Et malheureusement, quand vous ne faites pas de chiffre d'affaires, quand vous n'avez pas de revenus, il y a quand même des charges à payer qui affectent l'entreprise. Donc l'État a bien supporté les entreprises pour les aider à passer ce cap-là. Mais il y a quand même eu un choc au niveau de l'emploi, un coup d'arrêt de la dynamique qu'on ne connaissait depuis de nombreuses années, hein, depuis près de 10 ans de croissance de l'emploi continu. Et donc, comme vous voyez sur les chiffres qui sont indiqués ici, l'emploi intérimaire, qui n'est pas un emploi neutre en termes de volume d'emploi en France, a chuté de 50% sur le mois de mai. C'est 4 à 5 fois supérieur à ce qu'on a pu connaître en 2009. Les offres d'emploi pour les cadres, elles ont chuté de 40% en un mois. Et encore, si on va sur l'emploi non cadre, on descend parfois jusqu'à moins 60% d'offres d'emploi en un mois. Et on a quand même aussi connu beaucoup d'entreprises qui ont décidé soit de stopper leur recrutement, d'annuler, soit de le reporter à une date plus favorable. Et donc tout cela crée un choc de l'emploi qui est assez violent. Aujourd'hui, on est toujours un petit peu tous dans l'expectative du mois de septembre, de la rentrée, puisque, comme j'ai dit, quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires qui rentre pendant 3 mois, vous allez avoir un contexte qui va être un peu plus défavorable dans les prochains temps et il faut s'y préparer. Alors après, pour vous rassurer un petit peu, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, hein, on a recouvré près de 80% du volume d'offres d'emploi que l'on avait avant le Covid a été retrouvé sur le marché. Mais néanmoins, les entreprises vont être dans des positions beaucoup plus patientes, prudentes, vont beaucoup moins se presser à recruter dans les prochains temps, et donc ça aura un impact nécessairement sur l'emploi qui peut être plus ou moins durable à partir de la rentrée de septembre. Après, Estelle, je crois que tu voulais aussi faire un petit laïus sur un autre aspect qu'on Ouais. néglige. Tout à fait. Donc, outre le contexte économique, c'est vrai que c'est également intéressant de s'attarder sur le contexte sociologique. Alors, vous le voyez sur la slide, nous savons qu'environ 700 000 jeunes diplômés de moins de 25 ans sont attendus sur le marché du travail d'ici le mois de septembre. Donc, comme on se le disait juste avant avec Sacha, c'est vrai que ces jeunes diplômés, ils ont une caractéristique, hein, c'est qu'ils ont grandi et vécu ces dernières années dans un contexte économique quand même très favorable et un marché de l'emploi porteur et dynamique. Mm. Donc finalement, on peut imaginer que la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui et le choc économique qui s'annonce peuvent finalement avoir deux effets auprès des jeunes diplômés et des étudiants. Soit ils restent confiants, pour le moment en tous les cas, parce qu'ils sont accaparés par leur mémoire de stage, la fin de leur stage ou alternance, soit ils sont plus pessimistes et angoissent déjà à l'idée de chercher un job. Un chiffre d'une étude hein, de Job Teaser, on le voit. En fait, on a 63% des étudiants qui craignent d'avoir plus de difficultés à trouver un job. Mm. Donc ça, c'est un chiffre quand même assez parlant. Et une autre enquête menée par l'IFOP montre que les jeunes diplômés en fait et les étudiants sont un quart d'entre eux à vouloir repenser leur orientation professionnelle à la suite de la crise. Donc certains aussi vont vouloir privilégier le critère géographique en cherchant un emploi ou une formation proche de chez eux. Donc, vous justement qui avez décidé de changer d'orientation professionnelle hein, ou qui cherchez tout simplement des informations, vous voulez certainement savoir vers quel métier vous allez pouvoir vous orienter aujourd'hui. Donc, je vais laisser Sacha balayer un petit peu le panorama des métiers qui ne connaissent pas la crise. Oui, merci Estelle. Donc c'est vrai que ce qu'on a pu constater avant la crise du Covid, il y avait quand même des tensions très fortes sur des métiers quand même majoritairement à vocation technique. Ces métiers, ils sont représentés ici, hein, on en dénombre 4 principalement. Les métiers de l'informatique, parce que comme vous le savez, les technologies évoluent, les organisations des entreprises évoluent, la mise en place du télétravail, tous les outils qu'on a utilisés, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il a fallu préparer un petit peu tout cela. Et donc on avait déjà des tensions très très fortes avant le confinement sur des métiers liés à l'informatique, et ça va perdurer puisque demain vous allez avoir potentiellement la 5G qui va arriver, de nouvelles technologies, donc ces métiers vont nécessairement continuer à être pénuriques dans les prochains temps en termes de compétences.
compétences. Les métiers techniques également, on a beau avoir beaucoup d'écoles d'ingénieurs de qualité et d'études techniques de qualité en France, on ne forme pas assez de profils techniques, que ce soit sur les métiers classiques dans l'industrie, mais aussi d'autres métiers liés à la supply chain et ainsi de suite. Donc, on a là aussi une pénurie de compétences techniques plus généralistes qu'il faut essayer de combler dans les prochains temps. On avait également, Estelle, je crois que tu voulais parler d'autres métiers qui étaient un petit peu en tension avant le confinement. Ouais, alors en ce qui concerne les métiers des ressources humaines, de la comptabilité, de la finance, selon une étude IFOP et PageGroup qui a été menée récemment, 35 des actifs pensent que ces métiers sont peu demandés par les employeurs, alors qu'en réalité, ils restent porteurs, car nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, et plus encore d'ailleurs peut-être en temps de crise. Donc finalement, les métiers qui étaient en tension avant la crise le restent en temps de crise. Je pense notamment au poste de gestionnaire de paye, qui est et qui reste un métier indispensable, quel que soit le contexte. Alors sur ces métiers particulièrement, pour vous différencier des autres candidats, il va être intéressant, par exemple, d'acquérir lors de votre expérience en alternance ou en stage, une bonne technicité sur un logiciel en particulier, que ce soit en paye ou en comptabilité, ou alors de vous spécialiser sur un métier en particulier, par exemple en contrôle de gestion sociale ou en rémunération et avantages sociaux si on parle des ressources humaines. Ok. Donc après, on s'est également intéressé à faire une projection pour vous sur les métiers les plus porteurs dans les 5 prochaines années. Et là encore, hein, on met de côté l'aspect niveau de diplôme qui est encore un point qu'on abordera après. Mais voilà, il y a aujourd'hui 5 catégories de métiers où on se dit que dans les prochaines années, il continuera à avoir une pénurie en volume et en compétences. Donc les 5 catégories, il y en a une qui est évidente, vous avez dû l'observer vous-même pendant la période du confinement, c'est tout ce qui est service à la personne. Dans les services à la personne, alors bien sûr, on englobe tout ce qui est lié au domaine de la santé, de l'accompagnement des personnes, mais on englobe également tous les services qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans la livraison à domicile, dans tout ce qui est entretien des communes, de notre cadre de vie. Vous avez également toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie informatique. Voilà, on va continuer à évoluer, on va continuer à avoir de nouveaux outils, de nouvelles technologies, et donc on aura toujours besoin de compétences spécifiques à ce niveau-là qui vont continuer à nous accompagner. On aura également tout ce qui est lié à la transformation digitale au web. Alors là, on dissocie un peu ça de la partie tech pure parce que de nouveaux métiers vont émerger, de nouveaux services, de nouvelles façons de travailler, et donc il y aura une demande liée à la transformation digitale des entreprises qui va perdurer. Et enfin, bien sûr, tous les métiers techniques plus classiques de l'ingénierie et de l'industrie qui vont aussi continuer à avoir besoin en main-d'œuvre. On aura toujours besoin de techniciens confirmés dans ces secteurs-là, tout comme celui du transport et de logistique. Voilà, aujourd'hui, on a bien évidemment, comme vous l'observez, la logistique, le transport qui se développe avec des services de plus en plus pointus, et on aura toujours besoin de spécialistes dans ce domaine-là. Après, comme je vous l'ai dit, il faut pas forcément faire un focus sur un niveau diplôme pour rentrer dans ces fonctions-là. Je pense qu'aujourd'hui, ces métiers-là ont une telle demande que le diplôme va être peut-être un ticket d'entrée, mais il ne sera pas obligatoire pour tous les métiers. Donc, je vais laisser Estelle nous reparler un petit peu de ce Ouais. sujet-là qui est intéressant. Alors oui, effectivement, je vais m'adresser particulièrement aux étudiants qui sont, en cours d'études. Concernant les formations, on observe finalement ces derniers temps un retour en grâce des formations techniques et scientifiques, justement en réponse aux évolutions du marché. Alors, il est vrai que les formations qui mènent aux formations tertiaires ont toujours été largement valorisées, entraînant d'ailleurs un déséquilibre entre l'offre et la demande et un déséquilibre de main-d'œuvre. En fait, pendant que les étudiants qui cherchent un emploi dans le domaine du tertiaire, et d'ailleurs ils se bousculent sur ces métiers-là, on constate vraiment ces dernières années, notamment en tant que cabinet de recrutement, une augmentation significative des recrutements pour
toujours des métiers dits techniques, mais qui sont finalement pénuriques de par le fait qu'il y ait vraiment trop peu de candidats qui postulent à ce type de poste. Alors pourtant, quand on tend le micro, les actifs français sont bien conscients de ces évolutions puisqu'ils sont 68% et même 77% des cadres, comme vous le voyez à l'écran, à considérer que les formations techniques de type BTS, DUT sont les plus adaptées au marché de l'emploi, et ce, avant même les écoles d'ingénieurs et largement devant d'ailleurs les écoles de commerce. Donc en 2020, les formations courtes et les formations scientifiques sont aujourd'hui, et à raison, considérées comme les plus adaptées au marché de l'emploi. Ouais, je voulais juste faire une petite parenthèse que les écoles de commerce, c'est un sujet que je côtoie quotidiennement dans mon activité et pour moi c'est un vrai sujet, hein. Je vous donne 2-3 petits exemples, mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles de commerce forment des commerciaux? Est-ce qu'on a besoin d'un bac+5 pour être un bon commercial, demain? Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc du coup, je me pose la question d'aujourd'hui, quelles sont les formations les plus adaptées, à suivre en école de commerce? Est-ce qu'il faut suivre un cursus, lié au marketing, lié à la vente ou plus spécialisé davantage? Donc voilà, en sachant aussi, par exemple, que si vous voulez rentrer dans une école de commerce ou si vous faites une école de commerce actuellement et que vous voulez faire du marketing, bah, déjà, est-ce que le marketing que vous apprenez aujourd'hui va être adapté dans 4-5 ans par rapport au marché? Est-ce que vous serez d'actualité, hein? Les gens qui sont aujourd'hui directeurs du digital ou directeurs du marketing digital dans les grosses structures n'ont pas suivi de cursus, dédié à ces métiers-là. Ils ont appris, sur le tas. Là aussi, je vais jeter un pavé dans la mare, mais et je m'excuse auprès de mes amis et de mes écoles de commerce, mais si vous faites une école de commerce aujourd'hui avec l'objectif de trouver un emploi dans le marketing, ça fait 17 ans que je fais du recrutement, ça fait 17 ans que je vous dis qu'aujourd'hui dans le marketing, c'est un secteur qui est assez bouché. Il a connu une belle embellie ces dernières années parce que le marché de l'emploi était favorable, mais dans un marché qui va être plus chahuté, je pense qu'on aura davantage besoin de forces opérationnelles, de fonctions opérationnelles par rapport aux besoins qu'on décrit ici, plutôt que de fonctions marketing qui vont être un peu moins recrutées dans les prochains temps. Bien Euh, réfléchir à son plan de carrière et pas se lancer en exactement. école de commerce sans savoir exactement ce qu'on va faire derrière. Exactement ça, on va vous en reparler beaucoup plus concrètement Mmh, ensuite. Mais voilà, je pense qu'en faisant ces choix de formation-là, il y a des formations où vous savez pertinemment, vous rentrez dans cette école-là, dans ces études-là, mmh. BTS technique, école d'ingénieur, vous avez quasiment une certitude d'avoir un emploi à la fin. D'autres cursus ne peuvent pas aujourd'hui prétendre de garantir un emploi systématiquement dans le domaine que vous souhaitez à l'issue. Donc, il faut bien préparer cela, s'il vous plaît. Mmh. On reste sur le petit plan, Estelle. Ouais, tout Je à fait. je crois qu'on devait commencer à parler, bah, de vous donner un petit peu des conseils sur, comment réussir Exactement. votre insertion professionnelle. C'est la partie la plus intéressante, donc là aussi, n'hésitez toujours pas à vous manifester sur le chat si vous avez des questions qui émergent par rapport à tout ce qu'on dit, hein. On aura un peu de temps pour y répondre ensuite. Donc déjà, nous, ce qu'on peut vous conseiller, on va dire 4 conseils à vous donner. Le premier concerne vraiment, le type de contrat qui va s'offrir à vous, demain. On a la chance d'avoir aujourd'hui en France, différents types de contrats. Bon, le CDD, le CDI et l'intérim, hein. Bien souvent, l'intérim peut être vu d'un point de vue, péjoratif, hein, comme pas stable, sur des missions courtes et autres. Or, je vous assure qu'au niveau des entreprises aujourd'hui, l'intérim est un vrai levier pour, tester, les collaborateurs sur de nouvelles activités, de partager l'expérience, donner de l'expérience à de nouveaux candidats, nouvelles personnes, et donc ils présentent quand même beaucoup d'avantages à explorer, pour la rentrée de 2020, de septembre 2020. Donc l'avantage de l'intérim, si vous voulez, c'est vraiment de pouvoir avoir une première expérience rapide, de pouvoir diversifier potentiellement ses missions, de mettre un pied dans la vie professionnelle, acquérir de l'expérience, hein. L'expérience professionnelle, c'est ce qu'il y a de primordial, construire son réseau, et puis après, bon, il y a des aspects peut-être plus
plus rémunérateur aussi à faire des missions intérim. Donc, vous allez pouvoir aussi continuer à vous former, développer des compétences nouvelles via ces missions qui peuvent être plus ou moins courtes. Même si aujourd'hui, vraiment, l'intérim, on a des missions qui durent jusqu'à 6 mois, 8 mois, 1 an, voire plus, au sein du cabinet Page. Donc ne vous figez pas sur un type de contrat, ni sur un intitulé de poste, mais vraiment aller éplucher l'opportunité. Et si celle-ci est à pourvoir en intérim, en CDD, au lieu d'un CDI que vous souhaitiez, explorez cette piste-là, soyez très très opportuniste dès le mois de septembre pour votre recherche d'emploi. Estelle, tu voulais aborder aussi un deuxième sujet? Je te laisse, passer la slide si on si on le Ouais, fait en même temps, ça double pardon. le voilà. Donc c'est vrai que je le disais un petit peu plus tôt, vous êtes, plus de la moitié à craindre d'avoir des difficultés à trouver un emploi. Donc, l'idée pour nous aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est vraiment de vous donner, quelques clés pour finalement optimiser votre temps de recherche. Alors ici, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse à la question: «Comment penser son plan de carrière?» Alors la première chose à avoir en tête, hein, c'est qu'il va falloir peut-être repenser votre plan de carrière et encore adopter ce qu'on peut appeler finalement la stratégie du virage. Concrètement, en fait, vous allez, dans un premier temps, faire le tour des offres d'emploi sur les différents job boards, sur les sites des entreprises, sur les sites des cabinets de recrutement. Puis vous allez rapidement vous rendre compte que certains profils, certains métiers sont plus recherchés que d'autres. Donc à ce moment-là, à vous de vous demander quel est le métier ou quels sont les métiers parmi les plus recherchés qui peuvent vous intéresser. Par exemple, si vous avez fait des études en finance, pourquoi pas négocier un virage vers les métiers de l'audit, par exemple. Si vous avez fait des études en ressources humaines, pourquoi pas travailler en cabinet de recrutement ou alors vous spécialiser sur les métiers de la paye. Et si vous décidez d'élargir vos choix, pensez à mettre en lumière sur votre CV et lors de l'entretien, une compétence, un aspect de votre formation ou encore une expérience, qui va particulièrement correspondre aux attentes des recruteurs. Vous pouvez d'ailleurs aussi, choisir de poursuivre vos études pour compléter votre formation, vous spécialiser ou tout simplement justement vous réorienter. Et enfin, si vous ne souhaitez pas changer de voie, ce qui est votre choix et ce qui est votre droit bien évidemment, et que vous êtes motivé à trouver le job qui correspond exactement à ce que vous recherchez, fixez-vous malgré tout une deadline. Ça, c'est vraiment Mmh. important parce que l'objectif, c'est de ne pas rester trop longtemps en inactivité. Et de ce fait-là, pensez peut-être à réfléchissez à un plan B si votre recherche initiale n'aboutit pas. Donc, revoyez quand même vos priorités et élargissez à un moment donné vos recherches. Bref, dans tous les cas, vous l'avez compris, il va falloir vraiment rester ouvert, être flexible et mettre de côté certains critères et notamment comme on l'avait vu précédemment avec Sacha, le type de contrat. Donc ne pas hésiter à démarrer votre carrière par de l'intérim. On a vu de nombreux jeunes diplômés commencer par des missions d'intérim et qui se sont révélés vraiment être des vrais tremplins pour la suite de leur carrière. Ça leur a permis finalement d'avoir une expérience supplémentaire, de pouvoir commencer à se faire des armes sur un métier en particulier et ensuite ça leur a permis de décrocher un CDI sur le type de poste qu'ils convoitaient. Donc c'est vraiment important en tous les cas de revoir notamment le critère du contrat dans votre recherche d'emploi. Oui, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est très intéressant ce que tu dis Estelle sur le fait de se fixer une deadline. Là, il faut essayer de se mettre, aussi dans la peau d'un recruteur, mais aussi dans la peau de vous qui allez chercher votre premier emploi. Vous avez sûrement un objectif en tête, un poste idéal. Le risque de pas se mettre de deadline, c'est de passer, 6 mois, 8 Mmh. mois, 1 an à chercher un job et d'avoir finalement, un trou dans son CV. J'ai déjà observé ce genre de situation et de devoir le justifier ensuite à un recruteur potentiel. À l'heure où les entreprises parlent beaucoup d'agilité, d'adaptabilité, voilà, c'est une question qu'on pourra vous poser, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 mois? Pourquoi vous n'avez pas cherché, une autre opportunité? Pourquoi vous n'êtes pas occupé, professionnellement différemment? Donc c'est vrai que le fait de réfléchir à un plan B en se fixant une deadline, je pense, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui, pour pas que vous perdiez, 6-8 mois de votre, vie professionnelle à courir un lièvre qui va être difficile à atteindre. Il faut vite rebondir. Il faut Exactement. vite Donc rebondir. c'est vraiment l'agilité, l'adaptabilité qui vont être vos Mmh. qualités, pour réussir.
Et ça se trouve peut-être qu'en changeant un petit peu votre voie, en passant par une voie un petit peu, parallèle, vous arriverez sûrement peut-être à retomber sur vos pattes à plus Mmh. long terme. Donc n'hésitez pas à explorer aussi ces voies, parallèles pour trouver, Faut pas être trop votre impatient. exactement, Mmh. exactement. On va rentrer sur le 3e, conseil qui, à mon sens, aujourd'hui est un conseil assez important et assez simple à mettre en œuvre tout de suite. Heu, la première chose, qu'il faut travailler quand vous allez commencer votre recherche d'emploi, c'est de travailler bien sûr sur votre, CV, à la fois sur la forme, hein, l'aspect visuel va compter. C'est important de bien réfléchir à la mise en forme de son CV, même s'il y a pas de CV parfait, mais également, sur le fond. Et là-dessus j'insiste parce que certaines personnes parmi nous, ont des expériences, ont des stages, des alternances ou autres, qu'elles vont pouvoir valoriser. Alors il faut penser, si on était sur des métiers liés à la vente, à la comptabilité ou au marketing, à mettre, quand même des données un peu précises, chiffrées, quantifiables pour donner un petit peu de contenu pardon à votre, expérience. Mais voilà, il faut bien travailler le fond, ne pas juste se limiter à une description simpliste. Réfléchissez bien parce que votre CV va être votre carte de visite, hein. C'est votre 1er contact avec l'entreprise. Autre aspect très important qui s'est très développé ces dernières années, c'est vraiment votre identité digitale. Donc à la fois on peut penser aux réseaux sociaux, hein, quelle va être votre identité digitale sur LinkedIn, sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux, professionnels, mais également votre identité personnelle. Je vous garantis qu'aujourd'hui, bon nombre de recruteurs, quand ils reçoivent un CV qui, de prime abord, leur semble intéressant, vont taper le nom, prénom sur internet pour voir un peu, ce qui a pu être, dit ou fait, sur internet par ces personnes. Et ça peut influencer, impacter, la perception qu'on peut avoir des personnes. Donc, là aussi, essayez d'être, assez neutre sur votre identité, digitale. En tout cas, de faire en sorte qu'elle soit la plus, épurée possible, la moins, qu'elle influence le moins possible, les personnes qui risquent de vous appeler, par la suite. Donc le CV, l'identité digitale sont vraiment, des points, importants. Si vous avez besoin si vous êtes en panne d'inspiration, je vous conseille d'aller voir des profils sur LinkedIn, de personnes qui sont déjà, sur des postes un petit peu, qualifiés, calibrés. Inspirez-vous un petit peu de leur CV, de la manière dont elles tourné leur profil, et essayez entre guillemets «de les copier», c'est aussi simple que ça. Ensuite sur, la recherche d'emploi en tant que telle. Avant le confinement, je croisais des jeunes diplômés qui me disaient: «Oui, mais je sélectionne les entreprises, je regarde les valeurs, je regarde un petit peu le projet entreprise» et ainsi de suite. C'était peut-être adapté parce que certains candidats étaient en position de force, par rapport à des entreprises, précédemment parce qu'ils avaient une compétence rare. Comme le marché va un peu se durcir potentiellement dans les prochains temps, je pense qu'il faut inverser le processus. Et moi là-dessus, par le passé, j'ai toujours conseillé, les candidats d'avoir une approche volumique. C'est assez mathématique. Plus j'aurai mon CV à des entreprises qui m'intéressent, des opportunités qui m'intéressent, plus j'aurai de chances d'être vu par un recruteur, plus j'ai de chances d'être vu, plus j'ai de chances d'être appelé. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ayez une approche volumique en privilégiant bien sûr les job boards que vous pouvez croiser comme, Cadre Emploi, Monster, Région Job, Indeed et bien d'autres, hein. Et bien sûr, sélectionnez, 3-4 cabinets majeurs que vous allez pouvoir, visualiser, hebdomadairement, en termes d'offres d'emploi. Donc le cabinet Page, c'est un cabinet qui est important, au niveau du recrutement de profils commerciaux, on a près de 600 offres aujourd'hui, à pourvoir, chez Page. Donc, chaque semaine, vous allez avoir de la nouveauté. Donc, ciblez 3-4 cabinets, d'envergure nationale que vous allez pouvoir vraiment suivre activement, parce que vous aurez des annonces fraîches régulièrement. Et puis bien sûr, vous aurez, également, des gros employeurs, des sites de grandes entreprises que vous allez vouloir suivre. Et donc là, il faut aussi suivre un petit peu, cette partie emploi, côté employeur. Ensuite, une fois que vous avez été appelé, vous êtes convoqué à entretien, c'est, une opportunité, hein, c'est une finale de coupe du monde. Si l'entreprise vous plaît, si le job vous plaît. Donc, n'y allez pas la fleur au fusil, s'il vous plaît. Il faut préparer, vraiment l'entretien, préparez-vous votre discours, s'entraîner,
faut que ce soit quelque chose d'assez naturel, un peu comme une poésie qu'on va réciter. Il faut s'entraîner. C'est vraiment la pratique qui va vous faire gagner en pertinence et en efficacité en entretien. Et puis préparer l'entretien aussi par rapport au poste auquel vous postulez, par rapport à l'entreprise. Renseignez-vous sur elle. Renseignez-vous sur ses valeurs, sur ce qui est important, regardez les témoignages de collaborateurs et préparez des questions sur le poste qui vous concerne et l'entreprise de demain. Et enfin, dernier point, quand vous avez l'entretien, bien évidemment, il y a des règles à respecter sur des choses basiques, mais se mettre en condition, arriver en avance, n'arrivez pas à l'heure, arrivez en avance, adaptez aussi votre dress code par rapport à ce que vous pouvez observer dans l'entreprise. Il faut se calquer, s'adapter par rapport à ce contexte d'entreprise pour se présenter sous les meilleures conditions. Voilà, ça c'est mes conseils très pratiques. J'étais un petit peu rapide, je vous l'accorde, mais je vous rassure, vous pourrez retrouver ce webinaire par la suite pour réécouter un peu cette partie-là. Et je voulais juste souligner que sur ces éléments-là, on a également, un certain nombre de vidéos, sur notre page YouTube, page personnelle, PageGroup ou Michael Page, qui concernent justement la préparation des entretiens, les questions à préparer et cetera. Donc, vous pouvez aussi compléter ce webinaire par, ces différentes vidéos sur notre page YouTube. Tout à fait. Merci Estelle. Et tu avais également, Estelle, un dernier point J'ai un dernier important. point qui est, aussi, très important. Alors, vous en avez sûrement entendu parler, hein, les soft skills. Alors, quelle que soit votre formation, quel que soit le métier vers lequel vous allez vous orienter, vous allez devoir vous démarquer face aux autres candidats. Donc j'en parlais un peu plus tôt, vous avez développé des compétences techniques, certainement lors de vos expériences professionnelles, par exemple la connaissance d'un logiciel, une langue et cetera. Donc ces compétences, elles sont appelées hard skills. Mais vous avez également développé en parallèle, à travers vos différentes expériences, des compétences comportementales. Donc ces compétences comportementales, on les appelle les soft skills. Et ces compétences, elles sont aujourd'hui fondamentales dans le recrutement d'un collaborateur. Parce qu'en fait, à travers ces compétences, l'employeur, il va être en mesure d'identifier le candidat qui correspondra finalement le mieux à la culture d'entreprise, aux valeurs véhiculées dans l'entreprise, à l'équipe à laquelle il sera intégré et bien sûr au poste pour lequel il a postulé. Donc aujourd'hui, il faut savoir que selon une étude Cadre Emploi et Michael Page menée en 2019, et vous le voyez sur la slide, 62% des managers sont prêts à recruter un collaborateur principalement sur les soft skills. Donc ça, c'est une information qui est quand même hyper importante, c'est un chiffre assez parlant. Donc vous, aujourd'hui, en tant que jeune diplômé, pour vous démarquer des autres candidats, il faudra mettre en avant, et vous le voyez, hein, les différentes soft skills qui seront les grandes tendances de 2022. Il faudra vraiment mettre en avant votre adaptabilité, votre capacité à vous intégrer rapidement à un nouvel environnement, votre propension à développer des compétences et à vous former, votre proactivité, votre aisance relationnelle. Donc toutes ces soft skills vont être clés pour vous dans votre capacité à être recruté demain, dans une entreprise. Tout à fait. Alors on va Euh, conclure, ce oui, webinaire. Je passe à la slide suivante. Donc pour conclure à travers ce webinaire, l'objectif c'était surtout, de vous dire que tout est possible, que rien n'est perdu, et que malgré la crise sanitaire, malgré la baisse, des offres d'emploi et la difficulté que vous aurez peut-être à trouver rapidement, un emploi qui vous correspondra, il subsiste une forte demande pour des métiers sur lesquels les recruteurs manquent de candidats. Ça, c'est le premier point. Et pour bien connaître le marché du travail, mettre en avant vos soft skills en étant adaptable, en faisant preuve de flexibilité et en montrant aux recruteurs que vous avez aussi le potentiel pour le poste, savoir élargir son champ de vision et organiser sa recherche d'emploi, finalement, ce sont les éléments clés à retenir du webinar. Donc, en un mot, faites preuve vraiment de pragmatisme lors de cette recherche d'emploi et vous atteindrez votre objectif. et donc pour terminer et continuer à vous conseiller, je vous diffuse ce slide-là où pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps. On a communiqué depuis quelques semaines maintenant sur un événement de coaching qu'on propose à tous les candidats qui le souhaitent. Donc voilà, vous avez, si vous voulez un coaching, avoir un conseil vraiment personnalisé par téléphone avec un de nos consultants, inscrivez-vous, vous serez rappelé sous 24-48 heures.
pour prévoir un créneau et discuter avec un consultant spécialisé dans votre domaine de recherche d'emploi. Comme l'a dit Estelle, vous avez également sur le site Page beaucoup d'informations qui vont vous aider à préparer votre candidature, à organiser votre recherche d'emploi, des petits conseils, des tips sur comment réussir un entretien. Et bien sûr, notre étude de rémunération 2020 qui sera réactualisée très très prochainement aussi en septembre et qui vous donnera aussi de nouvelles tendances pour l'année 2021. On arrive sur la fin de notre webinaire de présentation. On va passer à la partie Questions-réponses. questions-réponses. Donc, je vais commencer tout doucement par lire la première question qui nous remonte. Bon, ce sera pour toi ou pour moi, Estelle, Ouais, hein, peu bien sûr. importe. Mais bonjour, j'ai passé des entretiens sur 3 de prévus, juste avant le confinement. Depuis, plus aucune nouvelle. J'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, mais j'ai peur que ce soit mal perçu. Quelle approche me conseillez-vous, Alors, Estelle? moi, très clairement, alors que vous n'ayez pas eu de nouvelles pendant le confinement, je pense que c'est arrivé à pas mal de candidats. Donc déjà, faut pas, évidemment le prendre personnellement. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises, comme on le disait, qui ont gelé leur recrutement, qui ont une activité partielle pendant le confinement. Donc forcément, ça a eu, des impacts, sur, la capacité des entreprises à rester en contact avec leurs candidats. Donc moi, ce que je vous encouragerais dans ce cas-là, c'est de reprendre contact, bien évidemment, avec l'entreprise, déjà pour savoir si le poste est toujours d'actualité. Ça, c'est la première chose et savoir évidemment où en est votre candidature. Donc, si le poste est toujours d'actualité, savoir quelles seront les prochaines étapes. Peut-être que le poste a été gelé et dans ces cas-là, quand est-ce qu'il sera réouvert? En tous les cas, venez aux informations. Si l'entreprise, peut le faire, en tous les cas, évidemment, c'est le mieux de répondre, aux candidats et de pouvoir vous apporter une réponse sur la suite, du processus de recrutement que vous avez commencé à mener. Donc, moi, le conseil à vous donner, c'est vraiment de contacter l'entreprise et de savoir où en est le process de recrutement sur ce poste-là. Oui, ça ne sera pas mal perçu. Les entreprises manquent toujours un petit peu de visibilité. Et l'idée pour vous, ça va être un petit peu une approche commerciale. Ça va être de baliser un petit peu le prochain rappel. Voilà, si vous appelez la personne qui vous a fait passer l'entretien, demandez-lui quand est-ce que je peux vous rappeler pour qu'on refasse un point si la situation n'a pas d'informations complémentaires si la personne n'a pas d'informations complémentaires à vous apporter dans l'immédiat. Donc oui, n'hésitez pas, ça sera pas du tout mal perçu, bien au contraire. Bien au contraire, ce sera plutôt bien perçu en termes de motivation de notre part. J'ai une deuxième question également intéressante. Comment pouvons-nous justifier une période d'inactivité de 6 mois à 1 an due à une recherche d'emploi complexifiée par la période actuelle? Donc là, on arrive sur le sujet qu'on abordait tout à l'heure sur la question de se fixer une deadline, parce que je pense qu'aujourd'hui, les entreprises vont tout à fait comprendre que vous puissiez être en inactivité pendant une période donnée. Maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'on positionne le curseur de la période donnée. Si c'est 1 an, c'est quand même très long, ça fait beaucoup. Moi, je vous propose de vous fixer maximum une période d'inactivité de 6 mois pour chercher votre poste idéal. Parce qu'au-delà, sincèrement, vous serez un peu plus pénalisé vis-à-vis d'autres candidats potentiels qui seront peut-être plus actifs. Donc, à vous aussi d'expliquer pourquoi vous avez connu cette période d'inactivité. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on explique les choses avec transparence, en étant vraiment sincère et honnête, en expliquant les choses, en reconnaissant les avantages et inconvénients de cette situation-là, et ben ça, un recruteur peut l'entendre. Il peut l'entendre très largement si c'est expliqué et argumenté. Bien sûr. En revanche, si ce n'est pas bien structuré ou expliqué ou que c'est flou, ça sera plus difficile à accepter pour un recruteur. Alors, troisième question, de Mohamed. J'ai obtenu mon master droit de l'entreprise parcours banque finance l'année dernière, mais j'ai fait un stage de 4 mois dans un cabinet d'expertise comptable. Du coup, cette année, j'ai fait un DU fiscalité, comptabilité à la fac de Lille où j'ai appris beaucoup. Du coup, je voulais demander avec ces 2 diplômes, où est-ce que j'aurais le plus de chances de trouver un emploi? Personnellement, je voudrais postuler dans les banques, mais il y en a assez qui me disent que je n'ai pas assez d'expérience en banque. Alors, c'est vrai que 4 mois de stage, c'est
assez peu. Donc moi, ce que je pourrais vous encourager, c'est effectivement on en parlait tout à l'heure, d'essayer d'avoir des missions d'intérim pour compléter un petit peu cette expérience. C'est sûr que vous allez aussi vous démarquer en ayant un petit peu plus d'expérience. Donc il va falloir peut-être aller chercher cette expérience en banque, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez impérativement aller sur une expérience en banque, là, profitez peut-être aussi de la période estivale, peut-être pour avoir un petit job d'été si nécessaire sur ce secteur-là. Moi, je peux vous encourager, si vraiment vous êtes motivé par le secteur bancaire, à postuler chez nous au sein de la division banque pour que vous soyez reçu aussi par un consultant en recrutement qui pourra vous aiguiller sur les métiers en banque sur lesquels on pourra vraiment le mieux vous positionner. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, il va falloir compléter un petit peu cette expérience professionnelle et véritablement savoir quand même sur quel type de métier vous souhaitez vous orienter, parce que le secteur bancaire, c'est quand même très large. Il y a différents métiers. Donc, n'hésitez pas aussi à bien réfléchir à ce plan de carrière et essayer de compléter votre expérience que vous avez commencé à acquérir. Mais en tous les cas, voilà, il faut rester confiant et peut-être, comme on le disait tout à l'heure, si le secteur bancaire, finalement, ça ne fonctionne pas, peut-être revoir un petit peu les choses assez rapidement, avoir un plan B, comme on se le disait. Mmh. Tout à fait. Alors j'ai une très belle question, de Maëlle, alors pour la résumer parce qu'elle est un petit peu longue, mais globalement Maëlle, elle a fait une formation marketing, elle a trouvé un poste d'assistante commerciale, dans une entreprise qu'elle a quittée avant le confinement pour rechercher activement dans le marketing. Hem et donc, elle a entendu que je disais que le marketing risquait d'être, un petit peu bouché dans les prochains temps et elle me pose la question de: «Est-ce qu'il faut que je pense à un plan B maintenant?» et deuxième question, est-ce qu'il est bon de rappeler les entreprises en juillet ou en août? Alors je vais commencer par répondre, à cette deuxième question. Déjà, notre plus gros mois d'activité en termes de recrutement, pour nous, c'est vraiment le mois de juillet. Donc vous êtes dans la période idéale pour postuler parce que les entreprises, à la fois, elles veulent un petit peu, lancer leur recrutement, avant de partir, en congé et d'autres ont envie de les finaliser avant de partir en congé. Donc, vous avez un alignement de planète qui est assez intéressant en juillet. Donc il faut postuler, massivement, à mon sens en juillet parce que malheureusement sur la première quinzaine d'août, et en tout cas en particulier cette année, on peut avoir un mois d'août qui va être quand même assez creux en termes d'activité de recrutement. Donc postuler massivement, démarcher l'entreprise massivement en juillet, c'est la bonne période. Ensuite sur, réfléchir à un plan B, en effet, hem, il y a 2 cas de figure possibles à mon sens, Maël. Le premier, c'est vrai que les entreprises, elles vont réduire un petit peu leurs coûts de fonctionnement parce que, c'est pas maintenant qu'on va investir dans le service marketing en recrutant en CDI. Donc moi, je vous conseille d'étudier activement toutes les pistes qui peuvent se présenter à vous en marketing via de l'intérim, parce que les besoins qui sont exprimés en intérim sont des besoins à pourvoir, immédiatement, où les entreprises peuvent être un petit peu moins challengeantes sur votre parcours, votre expérience que sur des CDI, qui vont être plus engageants pour elles. Et une fois que vous avez mis un pied via l'intérim, vous allez avoir peut-être des opportunités de prolonger ce contrat, d'aboutir sur les CDD, voire des CDI. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est, étudier au maximum les pistes de l'intérim en marketing que vous allez avoir devant vous. Et deuxième conseil, si ces pistes, soit CDI, marketing, marketing ou intérim, n'aboutissent pas d'ici, octobre-novembre, je vous conseille d'étudier la piste en parallèle de votre plan B qui sera un poste plutôt dédié à la vente, qu'il soit sédentaire ou itinérant, parce que là, vous aurez quand même beaucoup plus d'opportunités, de postes à pourvoir et là, comme on l'a dit tout à l'heure, les soft skills vont être primordiales, que vous ayez fait du marketing ou pas, ou avant, on s'en moque, ce qui compte, c'est vraiment que vous ayez l'état d'esprit qui va plaire à l'entreprise, les soft skills qui vont bien pour, réussir à remplir ce poste de commercial. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner qui sont assez concrets, mais si vous en voulez plus, inscrivez-vous vraiment sur, ce coaching emploi, qu'on mène actuellement. Tout à fait. 5e question, alors on a pas mal de questions en ce sens, à savoir qu'il y a voilà, beaucoup de participants aujourd'hui et notamment Mathieu, qui se demande comment voilà, justifier un manque d'expérience quand, sur les offres d'emploi, on demande systématiquement au minimum 2 à 3 ans d'expérience. Alors c'est vrai, que les recruteurs, quand ils cherchent quelqu'un finalement d'assez «junior» entre guillemets, ils mettent
tout de suite 2-3 ans d'expérience. C'est très rare qu'ils mettent qu'ils sont ouverts à un profil qui sortent de l'école. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ouverts. En fait, justement, sur l'annonce, ils vont privilégier le 2-3 ans d'expérience, mais en fin de compte, ils peuvent être ouverts à des candidats qui ont moins d'expérience que ça. Et encore une fois, qu'est-ce qui va faire la différence? Déjà, c'est les expériences professionnelles que vous avez pu avoir, notamment en alternance ou en stage. Et on le répétera jamais assez, ces expériences, elles sont fondamentales pour justement bien s'insérer sur le marché de l'emploi. De l'autre côté, vous avez évidemment vos compétences comportementales, les soft skills. Je veux dire, entre un candidat qui sort de l'école, qui a les bonnes soft skills, donc les bonnes soft skills, c'est qui s'intégrera bien à la culture d'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, à l'équipe, donc qui a la personnalité vraiment qui correspond à ce que recherche le recruteur. Et de l'autre côté, vous avez un candidat qui a 2-3 ans d'expérience, mais qui finalement correspond pas complètement aux valeurs. On va privilégier la personne qui correspondra plus en termes de soft skills. Parce que finalement, si vous avez les soft skills, vous allez avoir le potentiel pour évoluer et pour progresser, en tous les cas, en termes de compétences techniques sur le poste. Donc, ne soyez pas frileux à répondre à ce type d'offres d'emploi. Alors, bien sûr que de temps en temps, vous n'aurez pas de réponse. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des entreprises qui vont rester focalisées sur leurs 2-3 ans d'expérience et qui vont attendre aussi d'avoir des candidatures à 2-3 ans d'expérience. Mais sur certains profils où justement on peut être un petit peu en pénurie de candidats, les recruteurs vont être extrêmement ouverts à finalement rencontrer des candidats qui auront moins d'expérience, mais encore une fois qui vont bien correspondre en termes de soft skills. Très bien. Une question, là encore, très intéressante de Sriram, qui nous indique qu'il est actuellement étudiant à Grenoble INP, donc je crois que c'est une école d'ingénieur. Il est d'origine étrangère, il vient d'étranger, donc il est d'origine étrangère, pardon, nationalité étrangère, et il souhaite des suggestions pour décrocher son premier emploi en France, alors que son niveau de français est intermédiaire et est très très bon en anglais. Donc là, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que première chose, on reste sur un pays où il y a un cadre légal pour trouver un premier emploi. Donc, ça peut être un frein pour beaucoup d'entreprises que d'embaucher des personnes de nationalité étrangère parce qu'il y a quand même des contraintes administratives et financières derrière qui ne sont pas simples. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont avoir peut-être des difficultés à prendre ces décisions-là, ces engagements-là auprès de personnes de nationalité étrangère. Et puis l'autre point, c'est que la France reste la France. C'est un pays où la langue de travail quotidienne est le français. Et donc du coup, un niveau de français moyen peut être plus difficile peut difficilement permettre forcément de trouver un emploi plus, facilement. Donc les conseils que je peux vous donner dans l'immédiat, c'est un, continuez à travailler sur votre niveau de français parce que je pense que ça sera un élément important pour réussir à s'épanouir et communiquer le plus possible dans le cadre professionnel. Deux, vous avez la chance d'avoir fait une école d'ingénieur, une école donc technique. Donc, logiquement, vous allez avoir quand même des besoins d'entreprise qui vont se présenter à vous. Et ça sera donc à vous d'étudier ensuite différentes pistes. J'espère que vous en aurez beaucoup sur les métiers techniques. Mais si celles-ci n'aboutissent pas, l'intérim, là encore, j'insiste, peut être un moyen de mettre un pied dans des opportunités techniques, et en particulier les grands groupes qui vont peut-être être plus ouverts à des profils internationaux tels que le vôtre. Donc, je serai à votre place, j'étudierai vraiment cette piste intérim dans des grands groupes dans les métiers techniques qui devraient vous convenir. Donc, n'hésitez pas à postuler. Une question intéressante sur l'efficacité des candidatures spontanées auprès des cabinets et des entreprises. Alors, je Mmh. dois dire que l'efficacité aujourd'hui, compte tenu, voilà, du volume d'offres d'emploi, en tous les cas, ce qu'on a pu connaître avant la situation du covid, c'est vrai que l'efficacité, elle est assez faible, dans le sens où, si vous postulez, via une candidature spontanée dans un grand groupe ou dans un cabinet de recrutement, elle peut être rapidement noyée parmi le flot, des différentes, candidatures qui, sont reçues, soit par le cabinet, soit par l'entreprise. En revanche, elle peut être efficace si vous postulez dans une petite entreprise ou dans une association, dans une ONG, etc., et parce que votre profil va correspondre parfaitement à une compétence qui peut être recherchée par l'entreprise ou
ou en lien avec le secteur d'activité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la candidature spontanée, oui, mais uniquement si elle est vraiment extrêmement bien ciblée. Faire une candidature spontanée si vous n'avez pas le profil, ça va être compliqué de justifier et d'expliquer le pourquoi du comment vous avez postulé pour tel ou tel type d'entreprise. En cabinet de recrutement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut mieux postuler à une annonce qui va correspondre plus ou moins quand même à votre profil. Et dans ces cas-là, le consultant vous rappellera. Si vous n'êtes pas retenu pour le poste en question, vous serez quand même rencontré dans un cadre général, mais on aura compris par le fait que vous ayez postulé à une annonce quelle va être votre motivation, quel est le type de poste que vous recherchez en tous les cas. Donc ça va être plus facile de traiter votre candidature si vous répondez à une annonce. Nouvelle question concernant le fait d'appeler des recruteurs pour en savoir où en est la candidature. Est-ce que c'est bien perçu ou mal perçu? C'est une très bonne question, hein, que ce soit au sein des entreprises ou dans les cabinets de recrutement. C'est un sujet qui est important, hein, donc il n'est pas simple pour les recruteurs et pour les consultants en recrutement d'appeler systématiquement tous les candidats. Vu le volume de CV qu'on peut recevoir, parfois c'est humainement pas possible. Alors, c'est très simple, bien sûr, d'envoyer un email de réponse, mais moi je pars du principe que si vous avez besoin d'avoir des informations, il ne sera jamais, jamais mal perçu d'appeler le recruteur pour savoir où en est votre candidature, prendre des informations, avoir de la visibilité. Donc, moi, je Au vous contraire. invite au contraire, Mmh. fortement à le faire. Après, bien sûr, je, je pondère un petit peu. Si vous l'appelez tous les jours, alors que tous les jours, il vous dit j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouveautés, je ne sais pas, ça va être un Non, petit faut peu pas le compliqué. harceler non plus. Mais au contraire, rappelez le recruteur que vous avez rencontré ou eu téléphone, demandez-lui de la visibilité, demandez-lui un petit peu de timing, quand est-ce qu'on peut se rappeler et rappelez-le à ce moment-là, suivez-le et ça sera jamais, jamais mal perçu. En faisant ça, Au vous mettez contraire, en avant une soft skill. Voilà, tout c'est à c'est fait. c'est une compétence aussi comportementale de pouvoir aussi être proactif, de pas attendre que le recruteur revienne vers vous pour vous dire ce qu'il en est. C'est voilà, soyez proactif, allez un petit peu, au-devant de, ce que peut faire le recruteur avec vous. Donc, soyez voilà, actif et proactif dans votre recherche. Et je crois qu'on a une dernière question qui concerne Alexandre qui la pose, concernant l'agilité et l'adaptabilité de notre recherche d'emploi liée au marché. Multiplier son sourcing de recherche en France, en Angleterre ou en Europe, est-ce pertinent suite aux règles de confinement et aux réglementations aux frontières? Euh, j'ai envie de vous dire que là, dans l'immédiat, tant que la situation ne sera pas fluidifiée au niveau des règles sanitaires, ça sera quand même peine perdue que de commencer à chercher un sourcing diversifié en dehors de France. Il y a des pays, bien sûr, qui continuent à recruter, qui ont un marché de l'emploi qui est très très bon, mais il faut parler la langue, hein. Pour moi, le modèle allemand, les Pays-Bas, l'Autriche sont des pays où la recherche d'emploi, la recherche de compétences est très très forte, mais il faut malheureusement parler la langue. Après, reste certains pays nordiques ou en Angleterre, mais là, je pense qu'on va tous être confrontés à une crise économique de l'emploi qui va être assez impactante. Et je pense qu'on sera tous confrontés aux mêmes situations d'emploi, quels que soient les pays, dans les prochains temps. Donc vous pouvez vous amuser à essayer de postuler à l'étranger, mais dans le contexte actuel de règles sanitaires et de situation économique, je ne garantis pas que ce soit plus simple de chercher ailleurs et vous risquez de vous éparpiller. Donc mieux vaut se concentrer sur peut-être un marché en particulier. Donc on vous rappelle que la présentation, du webinaire est disponible dès maintenant, sur ce même site, que le replay sera accessible dans quelques heures. On était ravis, de partager, ces, quelques minutes avec vous. On espère qu'on a pu répondre à vos attentes, à vos doutes, à vos questions. En tous les cas, nous continuons puisque donc il y a, comme, vous le disait Sacha, un coaching premier emploi qui, Mmh. arrive dans les prochains
prochains jours, sur lequel vous pouvez évidemment vous inscrire très, très, très vite. Tout de suite maintenant, et on pourra évidemment, compléter, voilà, vos différentes questions à travers, le coaching d'un consultant qui sera fait avec vous individuellement. On vous dit à très bientôt pour d'autres webinars et on vous souhaite une très bonne journée et une bonne recherche. Merci à tous. Merci. À bientôt.